Bonjour à tous, c'est Tato, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'endurance avec la deuxième analyse de BOP de la saison 2024 du WEC. Dans cette vidéo, on va passer en revue la BOP qui s'appliquera en catégorie Hypercar et LMGT3 à Imola dans le cadre des 6 heures d'Imola. Et on va ensuite, à partir justement de cette BOP et des ajustements qui ont été réalisés, mais également des points forts et des points faibles qu'on connaît, tenter de dresser une hiérarchie pour cette deuxième manche de la saison. On commence directement en revenant sur les performances de la première manche qui était une course de 10 heures ou 1812 km au Qatar. Et alors, pour faire rapidement un point méthode sur comment est-ce que j'ai abouti au résultat que je vais vous montrer ici, en fait on a eu The Bepailar qui a sorti un jeu de données pour chaque pilote. En fait c'est les 50% des tours les plus rapides de chaque pilote ayant roulé. Et donc ensuite moi je me suis amusé à faire la moyenne des 3 pilotes de l'équipage, enfin de chacun des équipages, pour voir finalement quel équipage était le plus rapide par constructeur, pour ainsi avoir une voiture de référence à chaque fois. La seule marque où j'ai fait différemment, c'est Isotta Fraschini, où là en l'occurrence on avait un seul pilote de référence, c'était Jean-Carl Vernet, parce que les deux autres ne sont pas des pilotes Gold ou Platinum, et donc forcément ils ont mis le niveau vitesse, ils sont en deçà, donc ils ne sont pas représentatifs de la performance de la voiture. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne Porsche très logiquement premier, mais par contre ce qui surprend c'est l'avance qui est plus faible que ce qu'on aurait pu imaginer, seulement un dixième sur Peugeot, troisième sur Cadillac. Cadillac, chose intéressante à noter, c'est que ils ont fait pendant toute la course, ils ont roulé à l'économie si je peux dire ainsi, pour faire un arrêt au stand en moins, donc le potentiel de performance est un peu plus important, potentiellement peut-être 2 dixièmes, voire 1 dixième. Ensuite, on retrouvait Ferrari, donc, qui était calé sur Cadillac pour sa meilleure voiture, parce que là, il y avait de belles disparités justement chez Ferrari. On a ensuite Toyota qui se retrouve cinquième, qui a notamment souffert, et l'écart le montre, de graining. Et en fait, ça a fait qu'ils n'ont pas pu exploiter le potentiel du pneu. Donc, le truc assez dingue de se dire, c'est qu'en fait, sans ces problèmes de graining là, Toyota aurait été plus proche. Et pourtant, la voiture était quand même sacrément lourde. Donc, c'est quand même un point à ne pas négliger qui montre le potentiel de performance de la voiture. On a ensuite Alpine, très très bien placé, si je peux dire ainsi, notamment comparé à Toyota. On a ensuite derrière BMW qui est littéralement en embuscade comparé à Alpine. Lamborghini, un peu décroché. Ils ont avoué de leurs mots qu'ils n'étaient pas prêts pour la course, donc ils ont abordé cette dernière en la prenant comme une séance d'essai grandeur nature. Donc en soi, se retrouver en rythme pur à seulement 1 seconde dans ces conditions-là, c'est franchement pas mal. Pareil pour Isotta Fraschini, pour lesquels la voiture était en compétition, en mode compétition pour la première fois. On passe donc directement maintenant à la BOP qui sera mise en place à Imola. Et la première chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est que toutes les voitures qui ont roulé à Losail, elles ont subi un régime plus ou moins important en fonction de ces dernières. Et là aussi, on va vous expliquer un petit peu le pourquoi, du comment. Est-ce qu'on a des différences assez énormes au niveau du changement de masse. Niveau puissance, tout le monde gagne, là c'est assez simple. Et surtout, la chose qui est assez intéressante de notifier, c'est qu'on a entre guillemets la confirmation par cette BOP que la Peugeot 9X8 version 1, donc c'est-à-dire la version qui a commencé en 2022 et qui a couru jusque là la première manche de 2024, et bien en fait c'était la voiture qui était la voiture limitante de la BOP. Ce que j'entends par limitante, c'est qu'en fait cette voiture-là, c'était elle qui faisait qu'on était obligé de faire rouler les autres voitures un peu à masse plus élevée, notamment pour que justement la Peugeot soit compétitive. Et donc désormais, avec cette voiture qui est arrivée au bout de son potentiel, puisqu'elle était puissance maximale et masse minimale, et qu'elle n'a même pas réussi au Qatar à être la meilleure voiture, et bien désormais avec cette voiture enlevée de l'équation, on peut donc désormais alléger toutes les voitures. Et maintenant on a, en tout cas vous allez le voir plus tard dans l'analyse, selon moi 2 nouvelles voitures qui sont les maillons faibles désormais de cette grille Hypercar. Et donc justement, pour se représenter tous ces changements-là, on va changer de référentiel, si je peux parler ainsi, puisque on va se baser par rapport à Porsche, qui a été la voiture qui a été en verve au Qatar, et donc on va se replacer par rapport à eux pour voir les changements qui ont été faits. Donc là, j'ai déjà appliqué donc pour les constructeurs que vous voyez sur la partie en haut du tableau d'Imola en place. Donc là en gros vous voyez Porsche en référence, Ferrari moins 19, c'est que Ferrari
a eu un cadeau de 19 kg en moins sur la balance comparé à ce que Porsche a déjà perdu. Et pour la puissance, c'est la même chose. Ensuite, pour les 3 voitures que vous voyez en bas, eh bien là on va en reparler un peu plus tard. Donc justement, eh bien qu'est-ce qu'on peut constater pour cette BOP à Imola? C'est que Ferrari a eu les faveurs du législateur, je dirais pas forcément parce que c'est une manche en Italie, mais aussi parce que les caractéristiques d'Imola un peu moins favorables à la Ferrari, et donc eh bien on lui a enlevé un peu plus de masse et on lui a joué un peu plus de puissance. Toyota n'est pas en reste non plus, ça va faire pas mal de bien cette voiture qui était extrêmement lourde lors de la première manche. Donc là elle retrouve la masse, une masse à peu près similaire à ce qu'elle avait l'année dernière à Sebring, pour vous situer un petit peu. Et après pour les autres marques, là aussi on a eu Alpine, BMW, Isotta Fraschini qui ont plus ou moins perdu. Après niveau puissance, voilà, pareil, ça joue à peu près dans la même cour. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est les 3 constructeurs que vous avez ici en bas. Peugeot, pour être très simple, pourquoi est-ce qu'elle est en bas cette voiture? C'est que elle est nouvelle, donc forcément on n'a absolument aucune base là-dessus, donc c'est assez logique que le législateur l'ait tout simplement mis avec la moins bonne puissance et la plus haute masse. Donc après du coup on va l'étalonner pour la positionner dans l'hiérarchie au mieux possible pour les prochaines courses. Et pour ce qui est de Cadillac et de Lamborghini, eh bien là, les ajustements que je vous ai listés, c'est par rapport à la dernière BOP. Donc c'est-à-dire que Cadillac n'a perdu que 2 kg par rapport à Losail et Lamborghini que 7. Pourquoi des changements aussi faibles? En fait, c'est tout simplement parce que, selon moi, ces 2 voitures sont les, comme je vous ai dit un peu plus tôt, les maillons faibles de la BOP, et donc eh bien, pour justement ajuster leur performance, on est obligé de les traiter un peu différemment. Cadillac, en fait, les 2 kg, c'est très simple. Elle a atteint le poids minimal, voilà, elle est à 1030 kg, elle ne peut pas aller plus bas, à moins que l'ACO change, enfin l'ACO et le WEC change le règlement et qu'on autorise des voitures à descendre plus bas que 1030 kg pour la BOP, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas dans les projets, et donc, eh bien, du coup, pour augmenter la performance de la Cadillac, on a du coup changé sa puissance et on a tout simplement augmenté sa puissance au kilowatts de manière assez massive, puisqu'on a une augmentation de 18 kW, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Si on regarde maintenant pour Lamborghini, c'est un ajustement un peu pareil, mais un peu plus nuancé si je peux parler ainsi, puisque la voiture a perdu 7 kg, donc là aussi, on aurait logiquement pu penser qu'on aurait pu la descendre à 1030 kg, mais là je pense que là en l'occurrence, pour équilibrer Lamborghini, ils se sont basés sur la Cadillac, donc en fait c'est à peu près tout comme la Cadillac, mais en un peu moins prononcé, c'est-à-dire la voiture là aussi a également du potentiel qui n'est pas forcément exploité, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'abaisser un peu sa masse et d'augmenter un peu sa puissance dans une mesure un peu moindre pour tenter de l'équilibrer avec les autres voitures. Là aussi, voilà donc pour cette remise en perspective pour ces changements de BOP pour ces 6 heures d'Imola. Et donc concrètement, en soi, qu'est-ce que vont avoir comme conséquence ces changements? Je dirais simplement que logiquement, Porsche, Ferrari et Toyota devraient être en théorie rééquilibrés. Cadillac avec les changements devrait également être très bien positionné, et pour les autres, ça devrait là aussi les rapprocher du groupe de tête. On a notamment aussi un autre point qu'il faut notifier, c'est que Ferrari devrait être plutôt à son avantage ici, puisque ces derniers, dont le point faible était la dégradation des pneus, on sait qu'Imola c'est un circuit qui dégrade moins, donc là aussi c'est quelque chose qu'il faudra noter. On va maintenant parler du circuit, qui est quelque chose qui aura un impact assez intéressant sur la course et également qui a motivé certains changements au niveau de la BOP, puisqu'en effet, si on compare à Losail, pour revenir sur la première manche de la saison, c'est un circuit qui est assez similaire mais à la fois très différent. Assez similaire dans le cadre où en fait c'est un circuit qui est globalement assez rapide. L'une des particularités d'Imola, c'est que à l'inverse de Losail, le circuit n'est absolument pas un billard, il y a des bosses de partout. Et il y a également des vibreurs qu'il faut attaquer pour aller vite. Et donc ça va énormément solliciter les voitures. Et donc ça va mettre à rude épreuve la mécanique. Et donc on pourra avoir des surprises plutôt à ce niveau-là. En plus, sachant que là c'est en condition de course classique, on aura le trafic à gérer. Et donc, là, forcément, ça risque d'être un sacré joyeux bazar, avec possiblement, là aussi, à l'inverse du Qatar, de multi-neutralisation en course, en raison potentiellement de crash intercatégories, ou encore justement de rupture de pièces mécaniques sollicitées par les différents vibreurs et les boss de ce circuit assez
atypique. Alors maintenant, on va passer à la traditionnelle analyse des performances potentielles que nous a fourni Sami Andreasson sur le Reddit du WEC, qui a donc, avec son logiciel, toujours fait des analyses sur, au vu des changements de la BOP, qu'est-ce que ça devrait donner au niveau notamment du rythme en course, et on a des choses assez intéressantes qui ressortent, et ça confirme ce que je vous ai dit un peu plus tôt avec Cadillac, Ferrari et Toyota qui devraient se retrouver à jouer à la tête de course. Cadillac qui devrait mettre, d'après l'algorithme, en tout cas d'après les calculs de son logiciel, tout simplement favori en rythme pur devant Ferrari et Toyota. On retrouverait Porsche un petit peu décroché dans un second groupe même devancé par BMW, à la bataille avec Lamborghini et avec Alpine juste derrière. Donc là, pour ces 4 constructeurs-là auxquels on peut inclure Peugeot, puisque Peugeot sera dans la même situation, vraisemblablement sera dans ce groupe-là, il faudra un élément extérieur pour véritablement leur permettre de jouer devant. Donc par exemple, de la pluie en qualification, ce qui n'est pas exclu à l'heure actuelle, qui ferait qu'une grille qui sort un peu entre guillemets des performances qu'on aura attendues au vu de la BOP, et donc qui fasse que les premières heures de course soient un peu bouleversées par ces changements-là, ce qui ferait qu'ils auraient leur épingle du jeu à tirer. Puis après, enfin pour finir, forcément, Isotta Fraschini. Là aussi, la voiture est toujours un peu loin, et là en l'occurrence, elle est attendue à être à 2 secondes des temps de la Cadillac, qui semble être la meilleure voiture à ce niveau-là. On va donc maintenant passer au GT3, où je vais pouvoir faire la même analyse que ce que j'ai fait en hypercar. Et là aussi, on a des choses assez intéressantes qui ressortent. La première, c'est que niveau rythme de course, on avait des différences qui étaient tout simplement massives. La seule chose d'ailleurs que je n'ai pas précisé ici, c'est que pour les données que vous voyez à l'écran, j'ai seulement pris les pilotes les plus rapides de chaque équipage, parce que sinon forcément avec les pilotes amateurs ça a beaucoup trop d'influence. Donc là c'est seulement les meilleurs pilotes, en l'occurrence le pilote soit or soit platinium, sur lequel je me suis basé pour dresser les chronos là. Et donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une différence massive entre les différents constructeurs, avec Ferrari et Aston Martin qui étaient loin devant, et ensuite derrière on retrouve Corvette, Porsche, McLaren, BMW, et ensuite encore plus loin, dans un troisième rideau, Lamborghini, Ford encore plus loin, et Lexus complètement à l'ouest, à quasiment 2 secondes des temps, ce qui est absolument énorme pour une catégorie GT. Voilà donc pour les changements, pour en tout cas la performance au Qatar. Et qu'est-ce qui change maintenant pour Imola? En soi, pas grand chose. On a justement quelque chose qui justement sera intéressant de constater, c'est que vu qu'on n'a pas eu de gros changements, je dis entre guillemets bien sûr, parce qu'on a quand même quelques modifications, on va pouvoir constater finalement à quel point est-ce que la hiérarchie varie en fonction du type de circuit, parce que là on a un circuit assez bosselé comme je l'ai dit un peu plus tôt, et donc certainement des voitures vont être bien plus à leur avantage que d'autres. Mais quand même, dans ce qu'on peut noter niveau différence, on a le fait que tout le monde gagne en puissance après 200 km/h, sauf la Ford. On a également, dans les autres choses à noter au niveau de la puissance, Aston Martin qui perd 2% de puissance sur la phase d'accélération, alors qu'à l'inverse on a Lexus et Lamborghini qui manquaient de vitesse de pointe. Là c'est clairement avéré au vu des caméras embarquées de Losail, qui vont gagner un peu plus sur cette phase-là. Après, pour la phase après 200 km/h, tout le monde est à peu près comme je logeais, soit 1 ou 2%. L'autre chose là aussi où il faut regarder, c'est au niveau de la masse, puisqu'on a Aston Martin qui perd 12 kg, alors qu'à l'inverse, on a Ferrari qui en gagne 8. Donc là, en fait, si on aurait mis cette BOP là au Qatar, on aurait eu simplement une inversion des performances entre les deux constructeurs. Et donc, pour finir là-dessus, on a également un changement au niveau de l'aileron arrière de la Lamborghini qui va être autorisé à en mettre un peu plus. Alors en soi, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? C'est simplement que déjà, en GT3, Porsche, qui n'avait absolument pas la meilleure BOP, s'est retrouvé à faire une course dominatrice. Donc ça montre bien que les équipages Porsche Mantais sont absolument incroyables, tout comme d'ailleurs les équipages WRT qui sont pareil très bien sortis. Donc c'est la première chose qui ressort, et donc maintenant à voir ce qui va se passer pour la deuxième manche du championnat. Mais au vu de ce qu'on a pu observer au Qatar, clairement Porsche, même s'ils n'ont pas la meilleure BOP, sont clairement les favoris avec WRT du fait de la composition de leurs
équipages. On a donc désormais maintenant terminé cette analyse de BOP pour les 6 heures d'Imola. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner puisque je referai le même exercice pour les autres manches qui vont venir de la saison du WEC. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne course ce dimanche. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!